Salut à tous, nous voilà repartis, c'est Bismart, à nouveau donc une heure de débat autour évidemment de l'actualité présidentielle, mais pas seulement. On a François Lévesque avec nous, spécialiste des marchés de l'énergie, donc on l'avait déjà fait une fois d'ailleurs avec François. Là on va quand même aussi parler de la guerre en Ukraine et de cet embargo impossible, visiblement. Enfin, il y avait encore une réunion hier à Luxembourg, a priori, malgré la pression des Polonais et des Baltes d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant quand même, hein. C'est ceux qui seraient les premières victimes finalement d'un embargo, mais enfin on comprend en même temps que voilà. Ce qui donne du crédit d'ailleurs à ce qu'ils disent. Et puis avec Bruno Maisonnier aussi, on parlera d'espace. Ce qui nous ramènera à vos grandes entreprises d'ailleurs, François, enfin à tes grandes entreprises. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc François Lévesque, professeur d'économie, mine ParisTech, auteur entre autres des entreprises hyperpuissantes, spécialiste des questions d'énergie. Bruno Maisonnier, salut Bruno, fondateur de Another Brain AI, intelligence artificielle. Et Cyril Lachèvre, salut Cyril. Bonjour. Bon alors ceux qui aiment l'actualité économique connaissent Cyril Lachèvre, qui a appliqué ce fameux axiome selon lequel le journalisme sert à tout, mène à tout à condition d'en sortir. Hein, voilà, c'est ce qui vaut pour toutes les professions d'ailleurs, absolument. Et donc tu es maintenant grand communicant, fondateur de l'agence de communication Silence. J'ai beaucoup aimé le... Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est CYLANS, je le dis pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et enfin, à part le jeu de mots. Quand on a la chance d'avoir un nom de famille comme le mien, Lachèvre Consulting, c'était peut-être pas très facile à vendre aux clients. Je me suis dit que Cyril Lachèvre, CYLANS, ça faisait un petit jeu de mots. Ah, c'est très chouette, c'est très joli. Parce qu'en plus, tu le sais. Enfin bon, bref, pardon, mais non, mais tiens, c'est un truc pour toi, ça, Bruno. Quand tu vois le mot, tu percutes pas. Et en l'écrivant, tu dis tiens, c'est silence. Mais quand tu vois le mot, tu percutes pas que c'est silence. Réflexion, je n'avais pas percuté, là je l'ai entendu. Voilà. Intéressant. Tiens, Bruno, garde la parole. Question très ouverte. De quoi tu as envie de parler autour de la présidentielle? Ah, de la présidentielle? Ouais. Je sais que tu as envie de parler de l'espace, tout ça, machin, mais et autour de la présidentielle, de quoi tu as envie de parler? Moi, il y a Qu'est-ce qui t'intéresse? 3 choses qui me fascinent. Vas-y. Il y a le fait qu'on parle tous de pouvoir d'achat, mais personne ne parle de création de valeur. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'est bien de le répartir mieux, pas bien, etc. Mais pour ça, il faut en créer du pouvoir d'achat. Il faut créer de la valeur, et je trouve que ça, on n'en parle pas. Tout à fait. Le deuxième sujet qui me fascine, c'est qu'on a quand même 4 communistes sur les candidats à la présidentielle. Il ne doit pas y avoir beaucoup de pays au monde où c'est comme ça, quand même. 4 communistes. Bon, tu as vu où ils sont rendus aussi, quand même. Mais peu importe, 4 candidats communistes. Puis après, le troisième truc qui me fascine... Ce qui est ouais. Parce que ce sont des chapelles. Ouais. Je pense que Mélenchon n'aimerait pas que tu le traites de communiste. Les 3 autres, ça peut se discuter. Ouais. Mais Mélenchon n'aimerait pas ça. Allez, voilà. Okay, on peut dire extrême gauche. Puis après, le troisième truc qui me fascine, c'est qu'en fait, les gens votent pas pour des projets, lisent pas les projets, ils votent pour des gens qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Et Macron, il a beau avoir fait des tas de trucs vachement bien pour protéger tout le monde, eh ben, il n'est pas aimé et on le critique sur des sujets alors qu'il a été bon dessus. Mélenchon, c'est un bon tribun, on l'aime bien, même si les premiers qui souffriraient s'il était au pouvoir sont les gens qui votent pour lui. Enfin, je trouve qu'il y a une séparation complète entre on vote pour des gens qu'on aime, qui sont sympas, qui présentent bien, qui vont mal, et le projet... Mais c'est le lot de l'élection présidentielle, ça, ouais, Bruno. je trouve que c'est fascinant. C'est même le lot de l'entrepreneuriat. Je trouve ça étrange que tu dises ça. C'est-à-dire, t'investis, toi. T'investis pas sur un business plan. La phrase qu'on a répétée 100 fois, les seuls chiffres sincères d'un business plan, c'est le numéro des pages. Oui. Bon. Oui. Tout ce qui est chiffrage, etc. Moi, je regarde. Alors, j'ai fait mes devoirs. J'ai regardé ça vraiment de très, très près. Mais il n'y en a pas un qui tient la route. Oui. Même pas celui de Macron. Oui, Macron, il te dit qu'il va gagner 15 milliards d'euros en renforçant l'efficacité administrative grâce aux nouvelles technologies. 15 milliards d'euros par an. Est-ce que c'est plus pardon d'employer le terme, du foutage de gueule que Marine Le Pen qui te dit qu'elle va gagner 15 milliards en retirant aux étrangers les allocations auxquelles ils n'auront pas droit parce qu'elle veut les réserver aux Français? Non mais tu vois, je pense que là, il y a quand même une différence. Vas-y, François. Je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas complètement stratosphérique ou nébuleux dans ses promesses. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il est en train, parce qu'il y a une élection, sans doute de promettre plus que lui-même aurait souhaité promettre. Mais il y a un gouffre entre les promesses économiques de Marine Le Pen et les promesses économiques d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que... Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je te laisse finir, mais je ne suis pas du tout d'accord. Non.
Écoute, T'as fait tes devoirs, François, t'as pas fait tes absolument. devoirs. Si tu prends les baisses de TVA, comment va être financée la baisse de TVA? Si tu prends les autres parties du programme qui reviennent à un isolement de la France dans l'Europe, ça va coûter combien à l'Europe? Enfin, voilà. Donc, Comment tu finances les l'augmentation des 40 milliards du bouclier énergie actuel là? 40 milliards. Ils sortent d'où? Il n'y a pas un gouffre, François. Non, mais alors, il y a le pas fait un qu'ils gouffre. sortent d'où, pour suivre l'appréciation de Bruno, ce qui est intéressant, c'est que les gens pensent que l'argent ne vient pas des impôts. C'est-à-dire que quand il y a des subventions sur l'énergie, c'est clair, le bouclier, voilà. Donc les consommateurs d'énergie vont avoir leur prix de l'électricité moins cher que s'il n'y avait pas eu cette protection. Mais qui va payer la protection et la subvention? Ce sont ceux qui payent des impôts ou les générations futures à travers la dette. Mais cet autre côté de la protection, on vous donne de l'argent, mais l'argent ne pousse pas sur les arbres de l'État, mais c'est quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas ressenti, qui n'est pas compris, et ça c'est absolument étonnant. Cyril, C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2 ans, on a est-ce que tu as fait tes devoirs, tellement Cyril? changé. Est-ce que tu as été regardé? Oui, Non, je vous en veux pas. Il se trouve alors- que moi, je les ai faits, donc je suis très très fier. Non, c'est vrai que Ah oui, Moi, je suis pas allé regarder je me dans suis le dit, détail. là, il faut y aller, quoi, quand même. j'avais pas le 15 milliards de Macron sur l'amélioration mais ouais, mais technologique de l'administration. Ah, ça me faisait ouais. penser à peu près aux 15 milliards de Marine Le Pen qu'elle espère gagner sur la lutte contre la fraude aux assurances sociales, Exactement. sécurité sociale. Exactement, les mêmes légale. chimères. Donc, Tout à fait. Mais ce qui est vrai qu'on est rentré dans une dimension totalement quantique en termes de chiffres depuis 2 ans avec tout ce qui a été fait, notamment pour la pandémie. Et maintenant, 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, ça paraît équivalent aux 10 millions, 20 millions, 30 millions à absolument. l'époque où nous, on se battait journalistiquement pour démontrer que de toute façon, même 30 millions, c'était énorme et pas C'était financé. dingue, hein. Maintenant, on est obligé de parler de 30 milliards, donc on ne sait pas dans 3 ans où on en sera. Ce sera peut-être 300. C'est vrai que c'est vertigineux et c'est complètement effrayant. Alors pour le coup, je faisais mes devoirs en venant, parce que j'étais un peu rouillé. Moi, je me rappelle quand j'avais suivi le rapport Pébro en 2005, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où on était effondré à l'idée que le déficit pourrait de l'État atteindre un jour, pas le déficit, la dette, atteindre les 2000 milliards, parce qu'on rajoutait aux 1100 milliards C'est ça. 900 milliards d'engagements hors bilan, maintenant 2800 milliards au total des administrations publiques, donc plus de 2100 pour l'État. Sans les engagements hors bilan. Exactement. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression de C'est-à-dire revenir d'une planète... Le rapport Pébro, effectivement, le rapport Pébro, en fait, déjà, il franchissait les 1000 milliards. Oui. Et déjà, ça avait été un choc. Et il disait, et attendez, il y en a le double hors bilan. Et maintenant, effectivement, on est à 2800 milliards. Et On est sous anesthésie. après, Cyril, Mais- on est à 2800 milliards, qui nous coûtent 2 fois moins cher Bien sûr. que ne nous coûtait la dette de 1000 milliards. Ça, c'est quand même quelque chose... Enfin, quand on emprunte, l'important, c'est nos capacités de remboursement. Bien sûr. C'est pas le montant de l'emprunt. Le montant de l'emprunt, c'est de la numérologie. 100% de dette sur PIB, 120% de dette pure PIB. On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Voilà. Ce qui est important, c'est combien tu dois sortir chaque mois pour payer la banque. On va le dire comme ça. On se met en dépendance de Thomas, là. tu te mets en Le dépendance jour de où ça Thomas. va changer, on va se dire, tiens, si on avait pensé à l'indépendance stratégique, l'indépendance financière. Non, parce que l'indépendance de Toba, c'est toi quand même. C'est la Banque Centrale Européenne, c'est pas Poutine. Ouais, mais ça va durer. Est-ce qu'on est sûr que ça va durer indéfiniment? Non. Je pense qu'aujourd'hui, on est de moins en moins sûr de beaucoup de choses. C'est bien, François. C'est bien. Non, mais intéressant. Cyril, qu'est-ce que... Là, pareil. Moi, l'histoire du pouvoir d'achat, je suis d'accord, mais on va y revenir. Ça me fascine, cette discussion. Je vous apporterai des chiffres là, que nous apporte Rexecode. C'est Moi, très intéressant. Ce qui me fascine, évidemment, pour rebondir sur ce que disait Bruno, c'est qu'on a l'impression qu'il a fallu attendre le 2e tour pour commencer à s'intéresser au programme des uns des autres. Donc, comme si avant, Je suis d'accord. on avait voté pour des candidats sans regarder ce qu'ils proposaient. Et là, maintenant, c'est... D'ailleurs, le candidat eux-mêmes le disent, c'est programme contre programme, et enfin, c'est seulement depuis 24 heures. Ouais. Donc, forcément, il aurait peut-être fallu un peu regarder avant. C'est pas la faute, nous, on s'en fout des médias et autres. C'est juste qu'en fait... Non, mais on l'a pas fait. Enfin, je dois avouer. Enfin, on l'a fait de loin, quoi. C'est Voilà. juste que le programme n'intéresse pas. Et effectivement, le revirement d'Emmanuel Macron hier sur les retraites est complètement incroyable. C'est-à-dire de retomber de 65 à 64. On en vient à se demander s'il avait été contre un candidat de droite, il aurait dit quoi? Il aurait dit s'il avait fallu J'ai qu'il... pas la même lecture. S'il avait fallu qu'il récupère des voix à droite, il aurait dit quoi? 67 ans contre un candidat de gauche, c'est quand même assez incroyable. Donc tu vois, François, quand tu dis il y a un Vas-y, gouffre... quelle est ta lecture, Bruno? Vas-y, Bruno.
Moi, ma lecture, sur les je me 64 ans. demande si ça n'a pas été fait tactiquement. Parce que de toute façon, il fallait qu'il lâche. De toute façon, il savait qu'il aurait à lâcher quelque chose. Non, attends. Oui. De toute façon, Tu sais, il saurait cette phrase qu'il aurait qu'on à prête- lâcher quelque chose. Non. De toute façon, il aurait à lâcher quelque chose pour trouver plus de voix. Et il savait à peu près à combien il serait. Cette phrase qu'on prête à beaucoup de responsables politiques, moi c'est Alain Madelin, la première fois qu'il me l'a dit, entre le machiavélisme et la connerie en politique, choisissez quand même souvent la connerie. Quoi. Ouais. Ouais, non, Oh non, c'est pas possible. moi, je me suis dit, c'est Bon, bien on n'a joué. pas d'infos. hein. Mais c'est pas bien joué, il se décrédibilise, c'est terrible. Comment veux-tu rentrer... Alors là, pardon, comment veux-tu rentrer en négociation? Parce qu'il va falloir négocier avec la CFDT, par exemple. hein. Il va falloir... Tu vas rentrer en négociation en ayant déjà commencé à céder. En ayant montré que tu es prêt à faire un effort là-dessus. Enfin, De toute façon, il y a deux mondes différents. Il y a le monde des promesses pour remporter un mandat, hein, et puis il y a le monde de ce que tu fais après. Alors, je trouve que la chance, si Emmanuel Macron est réélu, la chance, c'est qu'il ne va pas être obligé d'appliquer ses promesses. Parce qu'il y a une espèce de tyrannie aujourd'hui, depuis Jacques Chirac, hein, mais même déjà avec Mitterrand et ses 101 propositions, il y a une tyrannie des promesses électorales. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait les promesses pour l'emporter et elles n'étaient pas respectées. Non, mais c'est très sérieux ce que je dis, elles n'étaient pas respectées. Et mieux vaut... Et pourquoi une tyrannie des promesses électorales? Parce que quand vous faites des promesses électorales, c'est pour être élu. Et donc, vous allez dans un certain sens de l'opinion publique. D'autre part, la plupart des promesses sont faites en 2 semaines, sur des coins de table, à toute allure, sans expertise pour savoir si la promesse est tenable, etc. Et il faut en faire de plus en plus parce qu'il faut segmenter les électeurs. Et donc, vous vous retrouvez avec une centaine de promesses dont la plupart ne tiennent pas la route, et celles qui tiennent la route, éventuellement le monde de la technologie a changé, et le monde macroéconomique a changé, et la géopolitique a changé. Et donc, mais par contre, vous avez des gens, vous avez dit ça, vous avez promis ça, alors vous êtes obligé de le faire. Donc, du point de vue de l'intérêt général, il y a vraiment un problème de tyrannie des promesses électorales. Fessenheim est sans doute un très bon exemple. Voilà, et l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il va faire que 2 mandats. Donc il va devoir faire très gaffe s'il est réélu, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit réélu du tout, il va falloir très gaffe à ce qu'il n'y ait pas trop de gens dans la rue, etc. Ça va être son problème. Mais ça ne va pas être un problème de réélection. Et donc il va avoir les mains quand même beaucoup plus libres. François, tu es unique. Non, mais Mais c'est intéressant. Hein. Ah, mais la tyrannie de la promesse électorale, ça, il faut... Et tu penses en toute conscience que c'est une aberration qu'on cherche à on est arrivé dans respecter un monde, la promesse. Absolument. Moi, j'ai Dans un truc beaucoup de cas, il vaut mieux que les promesses électorales ne soient pas respectées. N'engage que ceux qui les écoutent, vraiment. Oui, mais parce que, tu sais, ou vous savez comme moi, comment elles sont élaborées, ces promesses. Non, mais tu as Donc, et d'autre part, le monde change à une allure absolument incroyable. Ça qui me fascine le plus. Et donc la promesse a autant T. Il y en a qui étaient complètement idiotes déjà, et contre l'intérêt général, c'est ça que j'entends par idiot. Et puis il y en a d'autres qui n'étaient pas idiotes du point de vue de l'intérêt général, mais elles deviennent idiotes ex post parce que le monde a changé. Voilà. Moi, c'est un truc qui m'a marqué, qui va à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure sur on s'en fout des programmes, enfin on regarde pas les programmes et c'est pas bien. C'est qu'en fait, sur les derniers quinquennats, il y a eu de tels coups de Trafalgar externes, macroéconomiques, qui fait que de toute façon, c'est secondaire tenir le programme qui a été fait, parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont... Et j'ai l'impression que le monde va de plus en plus vite et qu'il y en aura de plus en plus. Donc en fait, c'est plus important de savoir ce que la personne pour qui on vote a dans les tripes, ce qu'on en perçoit. Bon, bah... C'est pour ça que Je suis ravi, au moins notre débat sert quelque chose. Si on appliquait un peu une comparaison à l'entrepreneur que tu es, c'est vrai que ce qu'on peut regretter d'année en année dans ces élections, c'est qu'on a des promesses, mais on n'a toujours pas de méthode. On n'a toujours pas d'explication de méthode. Et peut-être finalement, c'est ça qui nous manque. Quels que soient après les aléas conjoncturels, les crises qui arrivent, évidemment que rien n'est prévisible pendant les 5 prochaines années, mais on n'a aucune méthode. Et plus les années passent, moins on en a. C'est même plus l'espèce d'ancienne un fonctionnaire sur 2 que je ne remplacerai pas de Nicolas Sarkozy, qui au moins a essayé de dessiner une méthode aussi mathématiquement aberrante qu'elle pouvait être pour réformer la fonction publique. Pour le coup, éventuellement, moi, ce qui m'intéresse plus que les 15 milliards de gains espérés de réforme de l'État par l'administration électronique, peut-être qu'effectivement, ça peut être une méthode à appliquer au sens large, que sais-je, mais on n'a même pas le bout oui, mais du début. C'est le chiffrage qui fait rire. Voilà, exactement. Qui disent, on va essayer d'aller gagner quelques
quelque chose, mais c'est le chiffrage. Mais qui se réfugie derrière une méthode de gouvernement, une méthode de management des administrations, une méthode évidemment qui permettrait de redonner un peu Une méthode, d'espoir. mais ce que dit François me fait furieusement penser au contrat de coalition allemand. On a vanté la méthode de gouvernement allemand, on rédige un contrat de coalition, on y passe des semaines, et après on s'y tient. Et voilà le résultat, quoi. Ouais. Méthode ne veut pas dire consensus. Hein. Oui, Non, mais ça veut dire... Méthode de travail, on va dire. et ça donne parfaitement raison à François. C'est-à-dire, oui, on applique mordicus, le contrat. Ouais. Jusqu'au bout. Jusqu'à là, on a 3 centrales à fermer, on va les fermer. Contre l'évidence, quoi. Enfin, absolu. Même s'il y a débat, savoir s'ils pourraient les garder pas, Orano dit oui, enfin bon, bref, peu importe. Mais contre l'évidence. Non, c'est intéressant. François, quelque chose d'autre qui t'intéresse dans l'aspect le pouvoir d'achat, ouais. Ouais, le pouvoir d'achat, c'est que on a vraiment deux visions complètement opposées sur le pouvoir d'achat. Il y a la vision pouvoir d'achat factuelle, objective, sur laquelle travaille l'INSEE depuis 40 ans. Le pouvoir d'achat est retracé, même y compris en considérant les contraintes. C'est-à-dire, il y a un indice de pouvoir d'achat tenant compte des dépenses obligatoires pour essayer de comprendre quoi ? Pour essayer de comprendre qu'il y a hiatus entre ce pouvoir d'achat-là, qui est bien représenté, je pense, par Emmanuel Macron, parce qu'il y a cette idée de raison, il y a cette idée de calcul, il y a cette idée d'expertise. Et puis après, et de l'autre côté, il y a un pouvoir d'achat ressenti, qui est plutôt un pouvoir d'achat du ressentiment. Et là, c'est un autre monde. C'est un autre monde, on ne regarde pas... C'est celui de, voilà, je voudrais avoir plus, je n'ai pas assez. Et au lieu de se dire, par exemple, de façon très factuelle, dans le premier monde, normalement, on devrait se dire, il y a un problème sur le logement. C'est-à-dire que le problème de pouvoir d'achat en France, c'est le problème du logement. Voilà. Et donc, s'attaquer au problème du logement. Non, pas du tout. C'est la deuxième version qui l'emporte. Et donc, il y a ce débat entre une vision du pouvoir d'achat, qui est une vision, je voudrais avoir autant que mon voisin, je voudrais avoir plus... pour consommer plus quand même aussi, hein. Et puis une vision raisonnable et raisonnée du pouvoir d'achat. Et là, on a le choc entre les deux, hein. Donc c'est une division très forte. C'est-à-dire que les deux utilisent le terme pouvoir d'achat et les deux acceptions n'ont rien à voir. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Sarkozy avait fait sa campagne présidentielle. Je suis le représentant du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un mot d'ordre de chaque élection. Version 2, quoi. Oui, mais Sarkozy, c'était « je suis le représentant du pouvoir d'achat, travaillez plus ». C'est-à-dire que Sarkozy, par rapport à ce que disait Bruno, il y avait idée, on va quand même créer la richesse avant de la répartir. Travailler plus pour gagner plus, effectivement. Ouais. Alors que maintenant, c'est plutôt... une forme de droit. Une forme de nouveau droit. Il y a quand même des riches qui sont trop riches, donc, et puis il y a plein d'argent chez les riches, et donc on va prendre de l'argent chez les riches pour sortir le premier décile de la pauvreté. Mais en fait, la question du pouvoir d'achat, c'est la classe moyenne, c'est pas du tout les gens qui sont tout à fait en bas. C'est-à-dire que les gens qui sont en bas, ils ont... Non, mais la question du pouvoir d'achat, version 2. C'est-à-dire que, objectivement, version 1, le pouvoir d'achat, il faut s'occuper des 10% les moins riches de Français, ou des 5%, ou des 1%, parce que eux, vraiment, ils ont un problème de pouvoir d'achat. Mais la version 2 du pouvoir d'achat, la version ressentie et du ressentiment, c'est la classe moyenne. Cyril, un mot là-dessus, parce que je vais vous montrer le pouvoir d'achat et le pouvoir acheter. Moi, j'ai été très frappé par une anecdote, mais il y a quelques jours, je prenais un taxi à Paris et le chauffeur me demande si j'habite Paris. Je dis oui. Il dit, vous avez réussi à trouver de l'huile de l'huile. Au début, je croyais qu'il me parlait de l'huile de banane. Bah oui, mais d'arachide. L'huile d'arachide. Et en fait, il dit, j'ai fait 2 magasins, j'en ai pas trouvé. Donc, au-delà même... Oui, mais ça, c'est l'Ukraine, ça. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était plus, évidemment, à la fois par rapport à la pénurie, mais aussi, on se focalise, ça c'est un peu une déformation économique, on se focalise toujours sur le prix du produit qu'on achète quotidiennement ou relativement quotidiennement, sans voir le grand tableau. La disponibilité. Exactement, la disponibilité. Et puis le fait que finalement, peut-être que dans d'autres domaines, on avait gagné en pouvoir d'achat. Et donc effectivement, de toute façon, ça c'est un combat en termes de communication politique, quels que soient les milliards qu'on peut injecter, qu'on perd très régulièrement. Alors justement, on va voir. Le tableau, donc Denis Ferrand était venu nous en parler d'ailleurs, le boulot qu'a fait Rexecode,
code. Je crois qu'on va pouvoir le voir, je ne suis pas tout à fait sûr, mais j'espère, mais peu importe, parce que de toute façon, c'est assez complexe. Donc c'est le bouclier énergie mis en place par le gouvernement, ces fameux 40 milliards, et même peut-être un peu plus de 40 milliards. Et donc, gros boulot de Rexecode, qui ont regardé tous les pays européens, et savoir en fait ce que la hausse des prix de l'énergie coûtait in fine, en comptant donc l'ensemble des aides gouvernementales, coûtait in fine en termes de pourcentage du revenu brut disponible des ménages. Et donc c'est 2% en ce qui concerne donc de hausse en ce qui concerne la France. Les Hollandais en sont à 7,3%. Les Italiens à 3,5, les Espagnols 3,6, les Belges 4,4, les Allemands 3, et la moyenne de la zone euro, c'est 3,2. Trump, il avait fait des chèques. C'est-à-dire que ce bouclier d'énergie, finalement, il est passé par pertes et profits, tout le monde l'a oublié. Vous ne croyez pas On a bloqué les prix du gaz, on a limité la hausse des prix du gaz, on a limité la hausse des prix de l'électricité. Mais tu dis il est passé par pertes et profits. Personne ne se rend compte. D'image, en termes d'opinion. Oui. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais de toute façon, sur la moitié, sur les 2 tiers des gens, tout ce qui viendra de Macron, etc. Mais ça nous coûte quand même 40 milliards, tu vois. La réalité. Oui, ça nous coûte quand même 40 milliards. Oui, je suis d'accord. Et tout le monde s'en fout. C'est dingue. Mais il y a deux choses. C'est plus que ça nous coûte, ça apporte 40 milliards aux gens. Non, ça nous... Oui, ça coûte, bien sûr. Ça sert à quelqu'un. Ça leur permet de pas dépenser. Mais à la différence, ça aussi très important, à la différence du quoi qu'il en coûte. Ouais. Le quoi qu'il en coûte, le chômage partiel, c'est justement de l'argent qui va dans la poche des gens. Là, c'est de l'argent qui va dans la poche des producteurs. À commencer par Vladimir Poutine. Ah bah oui. Ouais, 2 remarques. Première remarque sur le bouclier. Ce qui est absolument invraisemblable et choquant, c'est que ça soit tous les Français et toutes les entreprises. Alors, les entreprises, c'est pas à travers le bouclier, c'est à travers un truc compliqué qui s'appelle l'AREN, un tarif, etc. Et donc, ce qui a été choisi, et donc avant l'Ukraine, parce que le prix du gaz augmentait, parce que le prix de l'électricité augmentait, parce que le prix du gaz augmentait, ce qui a été choisi, c'est de protéger l'ensemble des entreprises et l'ensemble des ménages. Alors que tu sais pourquoi, il y a François vraiment des ménages. Oui, mais non, mais le pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'il fallait aller vite. D'abord, il faut voir les faits. Les faits, c'est voilà, moi, je bénéficie d'un bouclier sur mon tarif électrique. J'ai une résidence secondaire. Je fais partie des gens qui ont de la chance d'avoir des revenus élevés. J'aurais absolument pu absorber le choc d'un prix de l'électricité plus élevé, mais non, je bénéficie de cette protection. Les entreprises, voilà, il y a des entreprises qui ont absolument besoin d'un prix de l'énergie très bas parce qu'elles sont exposées au marché international et parce qu'elles sont des grandes consommatrices d'énergie. Eh bien, l'entreprise qui, elle, n'est pas exposée au marché international et qui n'est pas un grand consommateur d'énergie, eh bien, elle bénéficie de cette mesure en faveur des entreprises à travers une augmentation de l'AREN. Voilà. Donc c'est vraiment, là, c'est une critique, j'allais dire, c'est inadmissible de faire ce genre de mesures. Il faut, pour les ménages, il faut protéger les ménages précaires d'un point de vue énergétique, et c'est eux qui ne peuvent pas absorber le choc. Et les entreprises, il faut protéger les entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale à cause du prix de l'énergie. Voilà. Et là, on a fait une mesure uniforme. Et tu crois quoi, Cyril? C'est parce que l'explication, Jean Castex l'a dit 10 fois, c'est parce qu'il fallait aller vite, c'est trop compliqué, mettre un système différencié. Il l'a répété ce matin d'ailleurs. Bien sûr, on va y venir. Ça nous embête beaucoup que on fasse, que le bouclier essence serve au plein des Porsche comme au plein des ZX. Mais on n'avait pas le choix. C'est ça ou c'est je vais arroser au maximum pour qu'un maximum d'électeurs derrière puissent voter pour moi? Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, je crois aussi, et de toute manière, on est tout à fait d'accord qu'en termes de communication, renvoyer un chèque, d'ailleurs, aurait été plus efficace. Beaucoup plus efficace. Alors, évidemment, c'est sûr qu'à l'ère de la e-administration, c'est avec la grosse signature de Trump, on les a vus. Mais sur la taxe d'habitation, ceux qui ont eu la chance de voir la baisse de la taxe d'habitation ont reçu une petite lettre de Bruno Le Maire, cher monsieur, grâce à nos efforts, à vos efforts aussi, bien sûr, évidemment, votre taxe d'habitation a baissé, c'est purement électoraliste, mais voilà, peu importe. Mais voilà, donc c'est sûr qu'il aurait fallu donner une petite communication, et le chèque, voilà, on est dans la communication de base et puis très ancestrale, hein, malheureusement. Et ça marque plus les gens que de voir que leur facture diminuent. Ils s'en rendent pas compte. Ouais, voilà, de toute façon, on est dans un univers, et même on parlait tout à l'heure des taux d'intérêt bas, on est dans un univers où il n'y a plus aucune notion, l'offre, de demande, de prix, de juste équilibre. Les gens n'ont aucune notion, de quel que soit le sujet, de ce que valent vraiment les choses. Entre les taxes,
ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ont le droit, etc. Donc de toute façon, à partir de ce moment-là, tout est complètement brouillé. Tout message sur le pouvoir d'achat, tout geste ne peut être que brouillé, à moins d'être super simplifié. Mais c'est techniquement impossible. Puis, François, tu puis voulais la rajouter ? deuxième remarque, c'est que on a un phénomène redistributif massif parce que, imaginons que ça ne soit pas de la dette et que ce ne soit pas la génération future qui vont payer cette subvention à un prix de l'énergie faible, pour simplifier. Donc du coup, on a des ménages consommateurs, ils gagnent en tant que consommateurs, mais ils perdent en tant que contribuables. Vous avez des ménages qui vont être à haut revenu, peu consommateurs, des ménages à bas revenu, très consommateurs. Vous avez personne ne sait, de façon même grossière, comment la redistribution joue. Mais là, il y a une redistribution massive. On est sur 40 milliards. Alors, les consommateurs gagnent, oui, d'accord, mais ils vont perdre comme contribuables. Et donc là, dans Rexecode, je pense que sur le revenu disponible, c'est le revenu disponible sans compter combien coûte cette subvention pour l'année prochaine. Ah oui, ils ont payé l'année prochaine. Ouais. Oui, mais du coup, je veux dire, cette subvention, elle est payée par des contribuables. Mais voilà, donc oui, c'est pour l'instant. C'est toute chose égale par ailleurs. Non, parce que je fais cette hypothèse-là, et que c'est pas de l'endettement. Mais vous voyez bien que est-ce que vous individuellement vous gagnez ou vous gagnez à travers cette mesure? Finalement, peut-être pas à cause des impôts que vous payez. Mais on ne le sait pas. Et personne ne l'a calculé, même à coup de hache, quoi. Et donc, on a une mesure qui a des effets redistributifs massifs et on ne sait pas lesquels. Cyril, un mot, puis on marque une pause. Dans toutes les mesures européennes qui ont été prises, il y en a une que j'aime beaucoup en Allemagne. Alors, ils ont fait aussi un chèque sur l'impôt sur le revenu, mais ils ont baissé drastiquement le prix des transports publics. 9 euros par... Bon, alors c'est vrai que ça, pour les gens qui sont obligés de prendre leur voiture en province, c'est pas simple. Mais moi, je trouve que là, symboliquement, de baisser spontanément le prix des transports publics, c'est d'abord un geste, parce que quand on baisse le prix de l'énergie, enfin du moins les taxes, c'est pas effectivement un peu contradictoire avec la baisse des CO2, etc. Je trouve que ça, en tout cas, ça marque déjà, à mon avis, plus psychologiquement que d'avoir un chèque où on voit le prix à la pompe qui baisse de 10 centimes. Mais là, on est dans la com pure, pas dans l'efficacité économique. On marque une pause et on parle de l'Ukraine et puis de l'espace. On repart, les amis. Alors, juste un mot, puisque t'en parlais, François, le gouvernement se donne les moyens de procéder à des délestages. Donc ça, on est en train de préparer l'hiver prochain. On sait déjà qu'on n'y sera pas en termes de capacité énergétique, de production d'électricité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, le gouvernement se donne les moyens de procéder à des délestages. Consultation des 5000 entreprises qui font environ la moitié de la consommation française de gaz. Certaines d'entre elles, on cite beaucoup le cas des verriers notamment, on ne peut pas arrêter en aucune circonstance un four qui fait du verre, il faut le casser si jamais il s'arrête. Et donc eux, par exemple, seront préservés. Donc là, effectivement, ils prennent le temps et ils vont essayer de faire les choses correctement. François, cette idée d'embargo, donc tu avais réfléchi dessus au début de la guerre, etc. Donc là, les ministres des Affaires étrangères des 27 sont retrouvés hier à Luxembourg. Il n'est toujours pas question de mettre un embargo, alors peut-être sur le pétrole, mais en tout cas pas sur le gaz russe, malgré donc la pression, je le disais, des Baltes et des Polonais. Et visiblement d'ailleurs, je lisais ça, le débat commence à être assez vif en Allemagne. Donc on dit on s'en passera, les Allemands disent on s'en passera en 2030 du gaz russe. Voilà. Ouais, le débat est très vif en Allemagne, entre ceux qui défendent un embargo immédiat et total et ceux qui vont être d'ailleurs considérés comme frileux et voire comme immoraux. Donc en Allemagne, en France, le débat n'existe pas beaucoup. Non. Mais mon point de vue, c'est que l'idée d'un embargo européen immédiat total, c'est une ineptie. C'est une ineptie et ça ne verra pas le jour. Alors pourquoi c'est une ineptie? La nouvelle, c'est qu'une ineptie ne verra pas le jour. Pourquoi c'est une ineptie? C'est une ineptie parce que, c'est, d'un point de vue politique, c'est introduire la désunion de l'Europe, parce que les intérêts sont très divergents et l'exposition à un arrêt immédiat de gaz russe, eh bien, elle est très différente entre l'Allemagne, l'Italie, qui sont très très exposés, et d'autres pays qui ne le sont pas du tout, comme le Portugal, ou assez peu comme la France. Donc c'est le gage d'une désunion
enfin, ce mot d'ordre-là est le gage d'une désunion européenne. Et l'Europe doit être unie le plus longtemps possible, notamment sur le dossier ukrainien. Donc, ça, c'est politiquement. Et enfin, du point de vue de la théorie des jeux, c'est une ineptie. Je veux dire, vous commencez par quelque chose de graduel. Vous ne faites pas du one-shot en disant, voilà, on a décidé d'arrêter les importations, et ce, de façon immédiate, de gaz russe. D'accord ? Donc vous dites, par exemple, eh bien, on va arrêter un tiers des exportations, si vous êtes sur les quantités, ou vous dites, et ce qui est défendu par les économistes, on va mettre en place une taxe sur le gaz russe, pour les importations de gaz russe, et comme ça, il n'y a que le gaz russe qui paye cette taxe, et les autres fournisseurs ne payent pas la taxe. Et donc, vous allez déduire le volume venant de la Russie. Je ne comprends pas cette histoire de taxe, François, c'est bien que tu en parles, je ne comprends pas. Bon, je vais expliquer. Mais non, attends, j'ai une question. Non, parce que si tu mets une taxe, mais tu vas la payer, la taxe, puisque ce gaz russe est indispensable. Mais bien sûr, tu vas payer la taxe. Les consommateurs de gaz vont payer la taxe, et en plus, ils ne vont pas en bénéficier, puisque l'idée, c'est que le produit de la taxe soit affecté aux Ukrainiens et aux réfugiés de l'Ukraine. Donc, c'est un mécanisme par le prix. Mais restons sur l'embargo. Donc, au lieu, il y a des solutions, il y a des instruments possibles pour diminuer les importations de gaz russe. Et il faut enclencher une diminution des importations de gaz russe. Il faut l'enclencher. Mais il ne faut pas, en un coup, comme ça, brûler toutes ces cartouches. Donc en le rendant plus cher avec une taxe, en le rendant plus cher, on va petit à petit réduire les importations de gaz russe. Si c'est une taxe. Mais par exemple, on peut tout à fait imaginer il y a un tiers du gaz russe qui transite par l'Ukraine. On peut tout à fait imaginer que ce tiers-là, d'autant qu'il est en danger, parce qu'il y a un pipeline, il peut y avoir une bombe, etc. On peut très bien imaginer qu'on va réduire d'un tiers la consommation avec ce canal, ou on ferme Nord Stream 1. Voilà. Donc on peut tout à fait imaginer un premier pas, ce qui ne veut pas dire qu'on n'irait pas vers l'embargo total, parce que la riposte peut tout à fait être Poutine, et la riposte on fait un tiers, voilà, on veut réduire les importations d'un tiers, et la riposte, ça peut être, OK, on arrête de vous fournir. Mais vous laissez à ce moment-là la décision de l'arrêt à l'autre partie, à la partie adverse, et ce n'est pas vous qui prenez la décision d'un embargo total immédiat. Donc, ce one-shot... Vas-y, Bruno. Je ne suis pas du tout d'accord. Ouais. Alors, vas-y. Pour des questions de moralité et pour des questions de flou. C'est-à-dire, si on dit, on ne va pas le faire d'un coup, on va le faire un tiers la semaine prochaine, et un tiers dans 15 jours, et un tiers dans un mois, là, je suis d'accord. Mais pour moi, le big picture, c'est que Poutine, il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, le big picture. Et donc, pour le moment, on se voile la face, on ne veut pas. On ne veut pas y aller, Mais lui, il va grignoter. Il profite de notre faiblesse. Mais justement, le sujet de la division européenne, t'en fais quoi ? Parce que c'est le premier argument que mettait en avant François. Les Italiens sont, on parle sans arrêt des Allemands, mais les Italiens ont absolument besoin du gaz russe. L'Europe pourra être tendue sur des plans économiques, mais peut largement s'y retrouver et avoir une unité européenne sur le plan des valeurs et le plan des populations. Parce que même en Allemagne et en Italie, il commence à y avoir un bon paquet de gens qui disent on ne peut pas laisser faire ça. C'est-à-dire, dans 10 ans, quand on se retournera et qu'on dira, nous, non, mais nous, pour préserver l'Union européenne ou pour préserver notre pouvoir d'achat, on a laissé mourir les Ukrainiens. Et on ne sera pas fiers de nous. Non, mais je comprends que l'émotion... mais je pense qu'on peut faire un truc plus fort pour souder l'Europe autour des valeurs, et que ça soudera plus que de dire c'est l'économie. Enfin, moi, je trouve ça... François ? Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de vouloir faire les choses en un seul coup. C'est-à-dire que je comprends par l'émotion, d'accord ? Vu ce qui se passe en Ukraine, vu les massacres, je comprends et j'ai cette émotion. Il faudrait faire quelque chose d'incroyablement fort. Et il faudrait stopper du jour au lendemain. Du point de vue de l'émotion, ça tient, d'accord ? Mais il faut être... l'émotion. Du point de vue de l'émotion, c'est du tout ou rien. Donc, soit on fait rien, soit on fait un embargo total et immédiat. Et donc, ce que je soutiens, c'est qu'il faut faire quelque chose sur le gaz russe. Il ne faut pas rester dans le statu quo actuel, qui est absolument détestable parce qu'il y a de l'argent qui continue d'arriver en Russie. Mais l'idée que ça soit du tout ou rien, c'est que soit le statu quo, soit on arrête du jour au lendemain la totalité des importations de gaz russe.
il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison que ça soit noir et blanc. Il faut s'engager. Si, la raison, c'est Mais la non. guerre, c'est la vie, la mort. C'est noir et blanc. Mais tu vois bien, quelle soit la situation. tu vois bien la gradation pour l'instant. C'est que la décision a été prise sur le charbon, la décision va être prise sur le pétrole. Et sur le pétrole, je veux dire, les recettes russes du pétrole exporté sont incomparablement supérieures aux recettes sur le gaz exporté par Gazprom. Donc on se met au charbon, on se met au pétrole. Pas pour l'Union européenne. Hein. Si, pour l'Union européenne, absolument. Les recettes, les importations de pétrole russe pour l'Union européenne sont supérieures aux importations de gaz en valeur. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Et donc, du coup, on s'attaque. Le marché pétrolier, le marché du charbon, c'est un marché mondial. Et donc, on peut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Et donc, on commence par là. Moi, je comprends pas cette vision noir et blanc. Okay. Voilà. Moi, c'est les petits pas qui me font peur. Non, mais vos points sont des grands pas. Je veux bien qu'on le fasse en 2 ou 3 grands pas. Voilà. Mais il faut faire des grands pas. Il faut faire des grands trucs pas qui marquent. Cyril. Oui, on est d'accord. Moi, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du tout de la filière d'approvisionnement, mais je suis absolument stupéfait par la façon dont nous sommes complètement dépourvus. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas pu anticiper qu'un tel niveau de dépendance puisse un jour nous poser un problème. Enfin, ce décret là sur le délestage, il est simple. Enfin, le possible délestage du gaz. Non, mais ça va. C'est pas à nous que ça pose un problème, c'est aux Allemands que ça pose un problème. Hein. Oui, c'est vrai que enfin, nous, on pourrait s'en passer. Hein. Oui, enfin, le fait qu'on demande aux entreprises maintenant qu'on fasse une liste, qu'on demande aux préfets de faire une liste d'entreprises qui vont avoir plus ou moins une priorité pour avoir du gaz, c'est Oui, mais parce qu'on a la tempête parfaite des réacteurs nucléaires d'EDF en même temps, si tu veux. Donc là, c'est bien de le il y a prévoir. une conjonction, si tu veux, qui fait que, mais c'est gérable. C'est gérable, mais encore une fois, ça donne un sentiment. Enfin, ça va quand même pas rassurer sur le climat des affaires, on va dire, pour être. Enfin, le terme est assez incroyable, enfin, je trouve. Et de voir encore une fois présenter son ticket quand on est une entreprise de gaz, même si c'est prévisible, ça fait très. Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement bizarre. Et je suis. Ah oui, ça te choque très inquiet de dire. Non, Bon, ça bah me choque voilà, pas. Ça m'inquiète sur l'état sur la situation économique dans l'hiver prochain des entreprises. Bah, moi, ça me rassure plutôt. Que ouais, moi aussi. Ça montre qu'il y a des plans. Il y a des plans. On ne peut pas exclure que Poutine coupe l'approvisionnement gaz. Je ne sais pas si si beaucoup de personnes, c'est plutôt ça mon point de vue. Je ne sais pas si beaucoup de gens réalisent ce qui est en train de se passer vraiment concrètement. Non, je pense qu'il y a assez peu de gens qui réalisent. C'est en ça qu'on en soit. Et encore une fois, tu sais, Cyril, en même temps, l'effacement, c'est quelque chose que les entreprises maîtrisent. Là, c'est le gaz. Oui, mais sur l'électricité, l'effacement, c'est quelque chose que les entreprises maîtrisent aujourd'hui bien, notamment les gros électro-intensifs. Hein. La méthode est très bonne et tout à fait justifiée, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore bien conscience, encore une fois, collectivement. Donc c'est pour ça que c'est pas simple de répondre à ces problématiques-là, à ces questions, de l'ampleur du choc que ça va représenter. L'alternative, pour moi, c'est pas on fait rien, on fait des efforts, etc. L'alternative, c'est de toute façon, on sera dans la guerre parce que Poutine va rentrer en guerre en Europe. De toute façon, c'est ça l'alternative. Et donc de dire on fait des petits efforts ou on fait des gros efforts, etc., c'est avec ça qu'il faut le comparer. C'est pas avec le fait que ça va créer des tensions entre l'Allemagne et l'Italie. Je comprends ça, je vois bien. Mais moi, j'ai pris des paris avec des copains et des paris importants. Je ne sais pas si ça va être les Pays-Baltes ou si ça va être... Mais il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Et ce jour-là, il y aura toute l'Europe qui sera dedans. Donc l'alternative... Alors soit on ne veut pas voir ça, on dit non, il va s'arrêter avant. Non, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est pas une question de ne pas voir, on n'est pas obligé d'être d'accord. Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais l'alternative, c'est ça pour moi. Et donc, c'est avec ça qu'il faut comparer ce qu'on fait aujourd'hui. C'est clair. Oui, mais même dans ce cas-là, enfin, l'idée de tout ou rien, et donc là du tout, ne me semble pas raisonnable. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire, peut-être que c'est à l'horizon, peut-être en 3 mois, il faut en 3 mois décider de diminuer d'un tiers. Je dis des chiffres au hasard. Et puis, il y a une autre solution quand même, c'est que certains pays décident unilatéralement, et la Lituanie l'a fait, d'arrêter d'importer du gaz russe. Donc, mais l'idée d'avoir une décision de l'Union européenne immédiate, je pense que c'est vraiment dangereux comme idée et qu'il faut le faire progressivement. Mais en revanche, il ne faut pas du tout se contenter du statu quo. Parce que là, on sait, le statu quo, c'est-à-dire ne rien faire sur les importations de gaz russe, ça veut dire qu'on n'a aucune idée de la façon dont réagirait la Russie. Parce que vous ne faites rien. Donc vous n'avez pas de signal venant de la partie adverse, vous permettant de mesurer jusqu'où il est prêt à aller. On ne sait pas. Est-ce qu'il est prêt Ça s'est fait un tout petit peu sur l'histoire du rouble.
ou il a quand même reculé, Poutine. Où il a dit le 1er avril, vous payez en roubles. Non, on ne payera pas en roubles, donc vous ne payez pas en roubles. Et donc une décision qui consisterait à dire on diminue par moitié, on diminue d'un tiers à tel horizon, et tout derrière est prévu pour le faire. C'est-à-dire que c'est une décision crédible. On verra au moins ce qui va se passer. Moi, plus, il y a une autre solution, et je termine quand même. Ouais, vas-y, il y a une solution qui est vraiment très très bonne et qui est d'ailleurs proposée par les Ukrainiens, qui est le compte séquestre. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est on envoie l'argent, on paye bien Gazprom, mais Gazprom ne peut pas avoir cet argent-là avant des conditions à spécifier, cessez-le-feu généralisé, etc. Voilà. Et donc, voilà, faire cette proposition-là. Et peut-être, alors évidemment, on est en risque, peut-être que la riposte sera un arrêt total des exportations russes décidées. Mais au moins, c'est eux qui le décideraient. Non, mais juste un point, parce que c'était une interview du patron du gaz de France ukrainien, du gaz d'Ukraine, effectivement. Naftogaz. Voilà, Naftogaz, que je disais avec beaucoup d'intérêt. Et surtout, toi tu sais ça, mais moi j'ai appris ça, c'est-à-dire que si jamais on dit stop, enfin, Poutine, en fait, c'est comme le gaz, c'est comme le pétrole, tu ne peux pas remettre le bouchon. Le gaz qui sort, il faut qu'il sorte. Donc la seule façon, à la limite, c'est de le brûler. Mais ce qui serait quand même pour Poutine, je pense, dommage. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il a quand même, lui, un champ de contraintes aussi, Poutine, assez fort sur son seul gaz, quoi. Il faut qu'il l'envoie quelque part. Voilà, il sort et il faut qu'il l'envoie quelque part. Voilà, et peut-être pour conclure, parce que je parle trop, mais je veux dire, il y a plein d'instruments différents. Il faut réfléchir aux différents instruments, y compris éventuellement le scénario embargo total. Mais il y a plein d'instruments différents, donc il faut bien réfléchir lesquels seraient les mieux à utiliser. Il y a l'instrument aussi du cartel d'achat. Du cartel d'acheteurs. Voilà. Donc, oui, non, mais on a compris vos points de vue. Non, moi je voulais juste dire un mot parce que j'y tiens. Cyril, peut-être que ça te dira quelque chose. Moi, c'est juste un petit mot pour Gérard Mestralet. Je ne sais pas si Gérard Mestralet, qui au moment de la fusion GDF-Suez, ça ne nous rajeunit pas, 2006, me décrivait la chance incroyable qu'on avait de créer cet empire qui serait un empire du gaz naturel liquéfié. Et Gérard Mestralet, et d'ailleurs Suez puis Engie a investi dans des méthaniers, il avait cette vision de l'indépendance énergétique, c'est ce qu'il décrivait, bon Dieu. Il disait, il vient de partout, vous n'êtes plus liés par aucun réseau. Enfin, Et on a fait d'autres choix, voilà. L'Allemagne en particulier. Ouais, mais nous aussi, hein. Nous aussi, l'Union européenne, voilà. Sécurité énergétique, c'est autre chose. On n'a fait aucun choix, François. Depuis 15 ans, on n'a fait aucun choix. Voilà. Bon, il ne s'en remet pas, Bruno. Non, je vois bien la gradualité, je vois bien tout ça. Et j'entends les Ukrainiens qui disent bon, nos stocks d'armes maintenant, il arrive à zéro. Les Allemands qui disent nous, on n'a plus d'armes à leur envoyer. Si ça y est, là, alors on coupe pas le truc, mais on leur en renvoie. Les Polonais viennent de leur envoyer des chars d'assaut. Voilà. Enfin. Quelques-uns. Le temps, nous, on n'a pas le même horizon de temps que les Ukrainiens. Mais on les a pas plus qu'eux, les armes. Parce que l'une des grandes révélations de toute cette histoire, c'est le rapport du député, dont j'ai oublié son nom, sur l'état de notre propre armée. Bon. Je sais pas, tu as des papiers devant toi, Cyril, donc je voudrais moi, je voulais vous amuser, juste attirer votre attention sur le JO de vendredi dernier. Journal officiel. Et oui, il faut le dire. Je ne l'ai pas lu, celui-là. Je vous le recommande parce que, il est vraiment impressionnant. Alors, évidemment, à 2 jours des élections du premier tour, parce qu'en fait, c'est transformation radicale de la politique énergétique française. Je vais vous en dire 5 arrêtés. Donc, arrêté du Premier ministre relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projet réacteurs nucléaires innovants. Un deuxième arrêté relatif à l'approbation de cahier de charges de l'appel à projet produire en France des aéronefs bas carbone. Troisième arrêté pour le développement de la filière industrielle de l'éolien flottant et pour le développement des infrastructures portuaires métropolitaines permettant de répondre aux besoins de l'industrie de l'éolien flottant. Et ça continue. C'est donc là qu'il y a ce fameux arrêté sur le délestage du gaz. Ouais. Et puis je ne peux pas résister, il y en a un, le numéro 11, bien sûr, parce que c'est la France, autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs du développement durable, pour contrôler évidemment que toutes ces mesures sont bien prises et que tous ces cahiers des charges sont bien respectés. Non, mais c'est derrière le tribunal, ça veut dire que dans l'urgence, il y a un basculement. On le savait, mais là, c'était quand même assez anecdotique. Mais vendredi, on a complètement remis sur la route des projets. Alors, c'était connu encore une fois, mais c'est quand même drôle de voir tout ça en même temps dans une même note administrative.
Je voulais qu'on parle de l'espace quand même, parce que donc c'est ce qui réunit vos deux passions, les entreprises hyperpuissantes et l'espace dans lequel tu investis, Bruno. Donc vous avez tous évidemment suivi ça, on en a beaucoup parlé. La société Axiom Space, hein, c'est son nom. Donc ah oui, non, il y a deux choses. Ah oui, non, il y a deux choses. Oui, j'avais oublié moi-même l'histoire du premier vol. Donc la société Axiom Space a procédé la semaine dernière au premier vol 100% privé vers la Station spatiale internationale. La NASA autorise donc pour l'instant 2 vols touristiques par an, 14 jours maximum sur place, prix public 55 millions d'euros par tête. Et d'ores et déjà, la NASA a lancé 3 appels à projets pour 3 stations privées qui seront programmées donc, pour succéder à l'ISS, sachant que l'ISS, comme forcément avec les Russes, ça va être plus compliqué. De toute façon, l'ISS paraît voué à disparaître assez vite. Je ne sais pas quoi penser de ça, Bruno. Les touristes, si tu veux, là j'en suis ravi, hein, il se trouve que je passe devant la Tour Eiffel pour venir travailler. Ça y est, là le surtourisme est reparti, j'en suis absolument ravi, il fait beau, les gens sont là. Est-ce que franchement, l'espace, pour moi, c'est pas ça le sujet. Enfin, c'est un petit bout du sujet. Pour moi, il y a 3 faits majeurs. Bah oui, mais c'est le petit bout qui m'intéresse. Non, parce qu'il y a 3 faits majeurs. Il y en a un, c'est le coût du kilo envoyé en orbite est passé de $25 000 le kilo à $250 le kilo envoyé en orbite. En combien de temps ? En quelques années, en 20 ans. En 20 ans. Et le 250, c'est quand on arrive avec Elon Musk, là. Oui, c'est avec la fusée Elon Musk. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça veut dire que c'est accessible. Ça veut dire qu'il y aura plein de gens qui vont y aller. Ça veut dire que les places se prennent maintenant. Donc il y a une espèce d'engouement et de boom là-dessus. Donc ça, c'est le premier fait. Il y a un deuxième fait, les stations spatiales. Tu en parles de 3 là. Ouais. Il y en a 7 qui sont prévues d'être lancées avant la fin de la décennie. Mais on peut le faire de manière totalement privée ? Oui. Tu peux. Non. Attends. C'est comme les constellations de satellites. Il y en a qui sont faites par l'Inde, il y en a qui sont faites par... Il y en a une qui est en train... Mais il y a toujours des gouvernements à l'origine quand même, ou des agences gouvernementales. Oui, là, celle que je connais, oui. D'accord. Il y a la Chine, il y a... D'accord. Mais je ne sais pas si on a le droit ou pas, de façon purement privée, il faut avoir un truc. Mais là, il y a l'Europe spatiale qui vient de lancer un appel d'offres et il y a un consortium qui a été créé, en particulier par les 2 boîtes dans lesquelles j'investis, qui participent. Donc il y en aura au moins 7 à la fin de la décennie. Et en fait, le sujet, c'est la décennie où ça se prend. Et puis après, le troisième fait majeur, c'est la course entre la Chine et les États-Unis pour accéder aux quelques puits de neige sur la Lune. On a repéré de la neige au fond de certains cratères au pôle Sud, parce que, vu la situation, le truc de la Lune, en fait, il y a des cratères qui sont jamais éclairés par le Soleil. Ouais. Donc la neige... The dark side of the moon, comme on disait dans les années 70. Et du coup, avec cette eau-là, on est capable de faire de l'oxygène, de l'hydrogène. Donc on est capable de faire des propellants pour envoyer des fusées sur Mars. Et puis on est capable de faire de l'oxygène. Voilà. Et donc, il y a une course américaine et russe pour accéder le premier à ces puits. Et donc, on est reparti. Et là... l'industrie du spatial privé est en train de décoller. Tu as 50 startups en Europe qui sont sur le spatial, soit pour lancer, pour faire des lanceurs, soit plutôt pour envoyer des biomes ou des biopodes pour faire de la nourriture dans l'espace, etc. C'est maintenant que ça se passe, hein. C'est maintenant que ça se passe. Les places se prennent. Alors, pour faire quoi ? Le tourisme, à quoi ça sert, quoi ? Je n'y arrive pas. Il y a plein de gens qui explorent ça. Moi, j'ai un exemple très concret. C'est que produire des cellules souches et les faire croître, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus rapide en microgravité. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ce qu'il faut chercher, c'est effectivement les trucs qui sont à forte valeur ajoutée et qui ne sont pas des masses en nombre, parce qu'on ne va pas y arriver. Mais les trucs à faible valeur ajoutée, il y a des gens qui explorent. Il y a le luxe qui explore. Bon, et les touristes, alors ? Reprenons la petite... le touriste, ça fait partie de ça pour moi, mais c'est ça va financer tout le reste, quoi. Ça va financer les choses intéressantes. Non, le reste est en train de se financer. Ça se fait. Hein. Cyril, tu as un avis là-dessus ? Moi, je n'arrive pas à avoir d'avis. Moi, je trouve que c'est la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit petit à petit que le privé a toute sa place là-dedans. Ce matin, il y a Charles Becbédé et François Chopard, deux entrepreneurs qui ont annoncé Starbust. Voilà, le lancement. Alors, ils ont annoncé la création d'un fonds commun, un fonds expansion, qui va lever justement pour aider toutes ces fameuses startups. Mais il vient souvent nous voir, François Chopard. Moi, j'adore. Il y a effectivement ça. François Chopard, il dit qu'il y a 10 000 personnes qui travailleront dans l'espace de manière permanente à la fin de la décennie.
décennie. Et donc je pense qu'effectivement, envoyer des Oui, multimilliardaires dans ça l'espace, ça permet de nourrir petit à petit cette idée que le privé il a toute sa place. Alors évidemment, pas nous pour l'instant, mais bientôt. Si le kilo coûte moins cher, alors, il faut bien accessoirement, Bruno, on cherche des poux dans la tête au Premier ministre parce qu'il a pris un avion pour faire l'aller-retour chez lui là pour voter. Mais personne ne parle du bilan carbone des fusées. C'est Personne. dramatique. Enfin, Ça n'existe pas. Le sujet n'est nulle part. Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais si on s'intéressait au bilan carbone, que je trouve un sujet majeur, de façon un peu rationnelle, on se rendrait compte que l'aviation, ça compte, mais c'est pas ça qui est dans les 5 premiers. Hein. Non, mais on sait. Le textile que les uns et les autres portons, l'industrie du textile, ça compte beaucoup. Le streaming, ça compte beaucoup. Oui, mais là, plus. tu réponds not in my backyard. J'ai envie de lancer des fusées, donc laissez-moi tranquille avec les Non, fusées. je ne dis pas du tout ça. Je dis, il ne faut pas se tromper non plus le débat, il faut tout regarder. Mais... François, tu as un avis là-dessus Si les économistes savaient anticiper dans le long terme et faire de la science-fiction, ça se saurait. Donc, moi, je suis économiste, donc je suis absolument incompétent pour faire de la science-fiction et de la prospective. Oui, mais tu peux avoir. Oui, mais tu as le droit d'avoir un avis de citoyen sur le fait de savoir si c'est légitime d'envoyer les touristes dans l'espace. Je reprendrai Bruno Latour, c'est que ce que dit Bruno Latour, c'est que voilà, dans l'Anthropocène, ce que partagent tous les habitants de la planète, c'est cette très fine couche autour de la Terre, de l'atmosphère, et que il y a, au lieu de prendre conscience que ce monde-là est fini, et que c'est ce bien commun que nous partageons tous et auquel il faut porter attention, pas envoyer trop de carbone, etc. Eh bien c'est ça l'enjeu, et il y a des uluberlus qui se disent voilà, de toute façon la planète est foutue, donc on va prendre les vaisseaux spatiaux, et puis au moins nous, puisque Musk est quand même relativement jeune, par exemple, eh bien nous, on arrivera si la Terre n'est plus habitable à trouver un autre endroit. Je retrace, je résume le propos de Bruno Latour, et donc voilà, il y a l'expansion, comment certains ont l'idée futuriste, qui se réalisera peut-être, qui ont l'idée futuriste d'étendre la planète, en fait, d'étendre les territoires pour les hommes et pour l'humanité, sachant que on ne peut pas exclure que la planète ne soit plus habitable. Et donc, voilà, comme dans les films de science-fiction, il y a une partie des hommes qui vont conquérir d'autres territoires et l'humanité. Voilà. Les nouveaux explorateurs. Oui, non, mais un côté Christophe Colomb, quoi. Oui, mais excuse-moi, je me permettais, parce que je trouve que ça dénature la réalité. Ils ne sont pas à dire, ces gens-là, je les défends pas humainement ou particulièrement, mais ils ne sont pas à dire la planète est foutue, donc on va s'occuper d'ailleurs. Ils disent, bon, il y en a déjà plein qui s'occupent d'essayer d'améliorer la planète. Moi, je ne suis pas pour le ou, je suis pour le et. Donc il y en a plein qui s'occupent de ça, faisons-le. Mais comme on n'est pas complètement sûr d'y arriver comme il faut, explorons aussi d'autres choses en parallèle. Ce qui est très différent comme langage. Hein. Et au passage, ce qu'on explore, une des boîtes dans laquelle j'ai investi, c'est Interstellar Lab. Ils font des biomes, des biopodes, enfin voilà, des espèces de serres dans lesquelles on fait pousser de façon plus efficace tout un tas de plantes et tout, qui servira à faire de l'alimentation là-bas, qui aujourd'hui sert, ça existe, il y en a 70 qui ont été commandés, et qui sert aujourd'hui à faire pousser des plantes genre de la vanille, en maîtrisant complètement et de façon plus efficace et sans les coûts de transport. Enfin bref, voilà, tu peux pousser ça de la vanille. Oui, mais là, c'est mon deuxième propos, du coup. Enfin, et donc ça va améliorer sur Terre. Oui, ça va améliorer la Terre. Par la science et la techno. Donc ça me fait penser, tu sais, pardon, mais ça me fait furieusement penser aux gars qui font de la Formule 1, tu sais, et qui disent que ça améliore les freins de ma Peugeot. Ils ont surtout envie de s'amuser à faire de la Formule 1. Ça, c'est sûr. Sûr. Mais néanmoins, quand tu mets de l'essence dans ta pompe, l'essence, elle est avec des bulles. Pourquoi ? C'est parce que c'est en Formule 1. Ils ont trouvé que ça... Tu sais, Bruno, c'est terrible ce sujet, parce que, évidemment, passion pour les entrepreneurs. Et donc, quand tu dis... mais à quoi ça sert ce truc, cette course spatiale ? Le gars te répond, ah oui, tu es le roi d'Espagne qui dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez aller voir de l'autre côté de l'Atlantique s'il y a de la Terre ? Et donc je suis pris entre les deux. C'est assez terrible. Voilà, c'est assez terrible. Non, mais il y a un côté conquête, Far West, voilà, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Bon, et côté, alors quand même, disons un mot, il nous reste quelques minutes, côté entreprise hyper puissante, parce que, si j'ai bien compris, donc le contrat géant signé entre Amazon et Ariane, c'est parce que Jeff Bezos ne peut pas imaginer une seconde
que... alors, combien de satellites 3236 satellites Amazon, que l'un de ces 3236 sera lancé par une fusée d'Elon Musk. Il y a une bataille d'ego, mais qui dépasse tout quand même, parce que c'est des milliards. Ouais, enfin, Tant mieux, tant mieux. quand on est à la tête d'une entreprise qui vaut plus de 1000 milliards, on peut avoir un certain ego et être prêt à dépenser beaucoup d'argent. Mais la rivalité effectivement, elle est de la part de ces entrepreneurs sur le long terme et sur des projets de long terme, aussi en biotechno, aussi comment rallonger la durée de la vie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des privés qui ont cette force financière de frappe, et plus les États. Parce qu'en fait, il y a quand même une gouvernance très particulière de ces entreprises. C'est-à-dire que même alors j'ai plus en tête les différences entre Musk, Zuckerberg, etc. Mais ils sont très minoritaires en part en général. Mais enfin très minoritaires en part, mais ils sont majoritaires dans le contrôle. Donc, je veux dire, si ces types, ils ont une idée, ben voilà, ils n'ont pas d'électeurs. Ils peuvent prendre des paris. Voilà, ils peuvent prendre des paris. Oui, mais ils n'ont pas d'électeurs, d'accord ? Non, mais on a compris, tout à fait. Et puis la gouvernance, en fait, c'est des fondateurs propriétaires, et même s'ils ont 2% des parts, ils ont 40% du contrôle. Donc, oui, mais tu vois, Bruno, on en finit là. Ce sont des hommes libres. Oui, ce sont des hommes libres, François, mais ce sont des hommes libres qui investissent massivement sur ce que tu décrivais comme le bien commun. Oui, et c'est là où c'est intéressant. Et l'intérêt dans ce que tu disais, les luttes d'ego, c'est que c'est mieux qu'il y en ait plusieurs qui se battent plutôt qu'il y en ait un seul. Ça, c'est clair. Mais bon. Oui, absolument. Moi, je trouve ça très très sain que des milliardaires aient des égos et se battent. Quelque part, tout le monde en profite derrière, les startups, les ingénieurs, tout le monde, à la fin des fins, parce qu'effectivement, ça répand le ruissellement, on va dire. Ça ruisselle sur l'industrie dans son ensemble. Donc, moi, je trouve ça très très bien. Et donc, c'est une forme de Far West. Et à la fin des fins, il y aura l'État qui viendra mettre des barbelés sur la prairie une fois que... voilà, c'est ça. Qui fera une taxe c'est quand même un d'habitation bémol. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de la pollution par spatiale, les satellites, etc. Mais donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a... Pour l'instant, comme c'est un bien commun, on peut balancer ce qu'on veut. Enfin, il y a des licences, etc. Mais moi, c'est un truc qui me choque là. Voilà. Un truc qui me choque, c'est les trains de satellites d'Elon Musk. C'est-à-dire, maintenant, dans la nuit noire, tu regardes et tu vois un train de satellites. Ça me choque, ça. Ah ben oui, mais alors mais c'est ce qu'on vient de raconter pendant 10 minutes. Non, mais, que ça posait un problème. Non, mais non, je trouve ça bien qu'ils prennent des nouvelles étoiles. Mais il faut mettre des contraintes. Nouvelles étoiles. Il faut mettre des contraintes. Tout ça a été passionnant, chers amis. Je vous en remercie. Merci Stéphane. Accessoirement, je voulais finir là-dessus parce que c'est pas un débat, mais parce que j'ai chopé le chiffre ce matin. Tu as quand même 23 villes chinoises là, qui sont en confinement total ou partiel. Pris le chiffre ce matin. 14% de la production qui est paralysée. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo là qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est une barre d'immeubles à Shanghai. Les gens hurlent par la fenêtre. Ils n'en peuvent plus. La grand-mère de ma fille habite à Shanghai. Les deux grands-parents. Et en ce moment, leur problème, c'est qu'ils n'ont plus à bouffer. Mais c'est ça. Et donc, la mère de ma fille passe son temps à téléphoner aux copains, aux trucs. Ils n'ont plus à bouffer. Truc de dingue. On se retrouve demain. Bonne soirée.